Aujourd'hui, dans notre podcast, nous allons vous parler de deux lieux. Tout d'abord, l'Hôtel de Ville de Paris, là où l'épisode que l'on va vous raconter aujourd'hui s'est déroulé. Et puis, le cimetière du Père-Lachaise, où est enterré un des personnages clés dont nous allons parler dans cet épisode. Aujourd'hui, nous vous racontons, dans le cadre de 120 ans, 120 lieux, une autre histoire de France, la naissance du judaïsme français, avec le Grand Sanhédrin de 1807, organisé par Napoléon. Au début du XIXe siècle, la France napoléonienne entreprend une vaste réorganisation de ses rapports avec les différentes confessions religieuses. Après le Concordat de 1801 avec l'Église catholique et les articles organiques concernant les protestants en 1802, l'empereur s'intéresse à la communauté juive à travers un dispositif complexe qui révèle les ambiguïtés de sa politique religieuse, d'un côté une émancipation sous conditions et de l'autre un contrôle étatique rigoureux. Pour revenir au contexte, la Révolution française avait accordé la citoyenneté aux Juifs de France en 1791 en faisant de la France le premier pays européen à émanciper sa population juive. Cependant, cette émancipation juridique n'avait pas été suivie d'une véritable intégration sociale et économique. Dans les départements de l'Est notamment, les tensions entre populations juives et non-juives persistaient, souvent cristallisées autour des questions économiques comme le prêt d'argent. Face à ces tensions et aux nombreuses plaintes contre l'usure prétendument pratiquée par les Juifs d'Alsace, Napoléon cherche une solution qui permettrait à la fois de résoudre ces problèmes sociaux et d'intégrer pleinement les Juifs à la nation française. C'est alors que le 30 mai 1806, Napoléon décrète la convocation d'une assemblée des députés des Juifs, composée des Juifs les plus influents de l'Empire. À cette assemblée, il fait soumettre une liste de 12 questions fondamentales, touchant au point où la loi juive pouvait potentiellement entrer en conflit avec la loi française. Ces questions traitaient de polygamie, de divorce, de mariage mixte, de fraternité, de service militaire, ou encore d'élection ou nomination des rabbins, et bien sûr, de l'usure. Dans une lettre du 22 juillet 1806 à Champagny, son ministre de l'Intérieur, Napoléon écrit « Notre but est de concilier la croyance des Juifs avec les devoirs des Français et de les rendre citoyens utiles, étant résolus de porter remède au mal auquel beaucoup d'entre eux se livrent au détriment de nos sujets. » Dans une annexe, il liste les 12 questions. Est-il licite aux Juifs d'épouser plusieurs femmes ? Le divorce est-il permis par la religion juive ? Est-il valable sans qu'il soit prononcé par les tribunaux et en vertu de lois contradictoires à celles du Code français ? Une juive peut-elle se marier avec un chrétien et une chrétienne avec un juif ? Ou alors la loi veut-elle que les juifs ne se marient qu'entre eux ? Aux yeux des juifs, les Français sont-ils leurs frères ou sont-ils des étrangers ? Dans l'un et l'autre cas, quels sont les rapports que leur loi leur prescrit avec les Français qui ne sont pas de leur religion ? Les Juifs nés en France et traités par la loi comme citoyens français, regardent-ils la France comme leur patrie ? Ont-ils l'obligation de la défendre ? Sont-ils obligés d'obéir aux lois et de suivre toutes les dispositions du Code civil ? Qui nomme les rabbins ? Quelle juridiction de police exercent les rabbins parmi les Juifs ? Quelle police judiciaire exercent-ils parmi eux ? Ces formes d'élection, cette juridiction de police et judiciaire, sont-elles voulues par leur loi ou seulement consacrées par l'usage ? Est-il des professions que la loi des Juifs leur défende ? La loi des Juifs leur défend-elle de faire l'usure à leurs frères ? Et enfin, dernière question, leur défend-elle ou leur permet-elle de faire l'usure aux étrangers ? Ces questions visaient à déterminer si les Juifs pouvaient véritablement devenir des citoyens utiles, selon l'expression même donc de l'empereur dans sa lettre, ou si leur religion les maintenait dans un particularisme incompatible avec la citoyenneté française. Dans une note adressée par Napoléon à son ministre de l'Intérieur, toujours Champagny, mais cette fois le 29 novembre 1806, il révèle les intentions impériales.
Ce document est rédigé depuis l'actuelle Poznan, en Pologne, et l'empereur était en campagne. Et il expose alors à son ministre un plan méthodique pour transformer les Juifs de France. Il y développe une stratégie à plusieurs niveaux. Tout d'abord, une réforme théologique, confiée au grand Sanhédrin, l'assemblée religieuse qui est censée avoir l'autorité pour distinguer dans la loi de Moïse ce qui relève du dogme immuable, donc qui ne peut pas changer, et ce qui peut être adapté aux circonstances politiques modernes. Une réorganisation institutionnelle via l'Assemblée générale des Israélites, qui devrait élaborer une structure administrative, les futurs consistoires et des règles disciplinaires. Enfin, un encadrement juridique par le Conseil d'État qui transformerait ces décisions en règlements exécutoires. Le but déclaré était double: protéger le peuple français contre ce que Napoléon percevait comme une domination économique juive dans certaines régions et changer les Juifs pour les intégrer pleinement à la société française. En effet, dans son paragraphe numéro 4, il explique: le principal but qu'on s'est proposé a été de protéger le peuple français, de venir au secours des campagnes et d'arracher plusieurs départements à l'opprobre de se trouver vassaux des Juifs, car c'est un véritable vassalage que l'hypothèque d'une grande partie des terres d'un département à un peuple qui, par ses mœurs ou ses lois, formait une nation particulière dans la nation. C'est ainsi que dans des terres fort rapprochées de nous, la main morte menaçant de s'emparer du territoire, on fut obligé d'opposer des obstacles à son progrès. De même, la suzeraineté des Juifs s'étendant sans cesse au moyen de l'usure et des hypothèques, il devient indispensable d'y mettre des bornes. Le second objet est d'atténuer, sinon de guérir, la tendance du peuple juif à un si grand nombre de pratiques contraires à la civilisation et au bon ordre de la société dans tous les pays du monde. Il faut arrêter le mal en l'empêchant, il faut l'empêcher en changeant les Juifs. L'ensemble des mesures proposées doit conduire à ces deux résultats. Lorsque sur 3 mariages, il y en aura un entre Juifs et Français, le sang des Juifs cessera d'avoir un caractère particulier. Lorsqu'on les empêchera de se livrer exclusivement à l'usure et au brocantage, ils s'accoutumeront à exercer des métiers, la tendance à l'usure disparaître. Lorsqu'ils ne pourront obtenir d'hypothèque qu'en possédant eux-mêmes des propriétés, ils deviendront propriétaires. Lorsqu'on exigera qu'une portion considérable de la jeunesse aille aux armées, ils cesseront d'avoir exclusivement des intérêts et des sentiments juifs, ils prendront des intérêts et des sentiments français. Lorsqu'on les soumettra aux lois civiles, il ne leur restera plus comme juifs que des dogmes, et ils sortiront de cet état où la religion est la seule loi civile, ainsi que cela existe chez les musulmans, et comme cela a toujours été dans l'enfance des nations. C'est en vain que l'on dirait qu'ils ne se sont avilis que parce qu'ils sont vexés en Pologne où ils sont nécessaires pour remplacer la classe intermédiaire de la société, où ils sont considérés et puissants, ils n'en sont pas moins vils, malpropres et portés à toutes les pratiques de la plus basse improbité. Les spéculateurs proposeraient sans doute de se borner à introduire des améliorations dans leur législation, mais cela serait insuffisant. Le bien se fait lentement et une masse de sang vicié ne s'améliore qu'avec lenteur. Cependant, les peuples souffrent, ils crient, et mon intention est de venir à leur secours. Voilà les mots de Napoléon à l'égard des Juifs de l'Empire. C'est alors que le 4 février 1807, le Grand Sanhédrin se réunit solennellement à Paris, dans l'actuel Hôtel de Ville. Son nom même, Sanhédrin, est une référence directe à l'ancien tribunal suprême de Jérusalem, et cela montre la volonté de conférer une légitimité religieuse à cette assemblée. Composé de 71 membres, il était présidé par David Sinsheim, rabbin de Strasbourg, et c'est la personnalité dont on parlait en introduction puisque c'est lui qui est enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris.
Cette convocation constituait un événement sans précédent depuis la dispersion du peuple juif, puisque pour la première fois depuis près de 1800 ans, une autorité politique reconstituait cette institution centrale du judaïsme antique avec l'objectif explicite de réinterpréter la loi religieuse. Le Grand Sanhédrin valida globalement les réponses déjà formulées par l'Assemblée des notables aux 12 questions en les transformant en décisions doctrinales. C'est alors que, en réponse à ces 12 questions, il fut proclamé l'interdiction de la polygamie, la soumission du divorce aux lois civiles françaises, la légitimité des mariages mixtes du point de vue des religieux, la reconnaissance des Français non-juifs comme des frères, l'obligation de considérer la France comme une patrie et de la défendre, l'encouragement à pratiquer des métiers utiles et la condamnation de l'usure tant envers les juifs qu'envers les non-juifs. Le 17 mars 1808, Napoléon parachève son œuvre par 3 décrets organisant définitivement le culte israélite. Le plus important crée un système de consistoires départementaux que l'on a encore aujourd'hui, coiffé par un consistoire central à Paris, sur le modèle des églises protestantes. Ces consistoires, qui existent encore, exerçaient un contrôle administratif sur les communautés, nommaient les rabbins et veillaient à l'application des décisions du Grand Sanhédrin. Il devait aussi encourager les Juifs à pratiquer l'agriculture et les arts utiles, tout en combattant l'usure. Parallèlement, Napoléon promulgua le tristement célèbre décret infâme qui imposait des restrictions économiques sévères aux Juifs d'Alsace et de Lorraine, notamment concernant le prêt d'argent et l'installation dans ces départements. La politique de Napoléon envers les Juifs révèle finalement des contradictions dans son approche avec les minorités religieuses, puisque d'un côté, il poursuit l'œuvre émancipatrice de la Révolution en intégrant le judaïsme dans le système des cultes reconnus, et de l'autre, il manifeste une méfiance profonde envers cette communauté. La note à Champagny est particulièrement révélatrice de ces ambiguïtés, puisque l'empereur utilise des termes profondément antisémites, en parlant d'arrêter le mal, de sang vicié, en le qualifiant les juifs de vils, de malpropres. C'est un programme qu'il esquisse, qui vise explicitement à diluer l'identité juive par le métissage, en imposant justement un quota de mariage mixte et donc à transformer les pratiques économiques traditionnelles. C'est une émancipation, certes, mais sous condition, qui exige des Juifs qu'ils abandonnent une partie substantielle de leur particularisme pour mériter pleinement la citoyenneté française. Et cela, normalement, si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, ça doit vous faire penser à ce qu'il se passe dans la société française vis-à-vis de certaines religions. Et d'ailleurs, malgré ces aspects problématique, ses motivations pour le moins douteuses, l'organisation napoléonienne du culte israélite s'est avérée durable, puisqu'aujourd'hui, le système consistorial perdure, même s'il a été transformé. Mais cette réorganisation a contribué à forger un judaïsme à la française qui a été caractérisé par une forte intégration à la nation et par une adaptation aux principes républicains. Et ça a donc accéléré l'entrée des Juifs français dans la vie politique, tout en tâchant de préserver un peu de leur identité religieuse. Et l'épisode du Grand Sanhédrin illustre parfaitement la tension entre l'universalisme, le particularisme qui caractérise ce modèle français de laïcité dans lequel l'État dit ne reconnaître aucun culte, mais entend les réguler et les adapter aux exigences de la citoyenneté nationale. La politique de Napoléon envers les Juifs peut être vue comme une forme de laboratoire entre les relations d'un État avec ses religions.
Elle préfigure à bien des égards les défis contemporains de la gestion du pluralisme religieux et elle nous pose plusieurs questions. Jusqu'où l'État peut-il intervenir dans l'organisation interne d'une religion? Comment concilier la liberté religieuse avec les exigences de l'ordre public? Et puis, quelle place accorder au particularisme dans une république qui se dit une et qui est indivisible? L'ambivalence de cette politique, entre reconnaissance et contrôle, entre émancipation et assimilation forcée, continue d'informer les débats actuels sur la place des religions dans l'espace public français. 2 siècles plus tard, l'épisode du Grand Sanhédrin reste ainsi un moment fondateur et paradoxal de l'histoire religieuse française, celui où l'État s'est arrogé le droit d'organiser et de réformer une religion minoritaire au nom de l'intégration nationale, tout en lui accordant une reconnaissance officielle qui allait contribuer à sa pérennité dans le paysage religieux français. Le grand rabbin David Silsheim repose donc au cimetière du Père-Lachaise dans la division 7, si vous voulez aller visiter cet endroit. Sa tombe ressemble à une petite pyramide et donc il y a écrit sur la tombe « Ici repose le grand rabbin David Silsheim, ancien chef du Grand Sanhédrin qui s'est tenu à Paris en 1807, président du consistoire central des Israélites de l'Empire. » Quant à l'hôtel de ville, il a donc abrité le Grand Sanhédrin et c'est le plus grand bâtiment municipal d'Europe et le siège de la mairie de Paris. Vous pouvez demander à le visiter, notamment si vous faites des visites de groupe ou bien en profitant des journées européennes du patrimoine.